Plus les années passent et plus il y a de coachs en ligne et surtout depuis que TikTok existe. Certains nous proposent des séances en live, des programmes universels, des programmes personnalisés, des vidéos TikTok, bref. Il y a un peu de tout et n'importe quoi, sachant qu'aujourd'hui, une grande partie des coachs font ce métier sans être diplômés. Alors je vais poser une seule question. Est-ce que le métier de coach vaut réellement encore quelque chose en 2022? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avec ce monsieur qui est mon chéri comme vous l'avez déjà vu. Et ça fait maintenant combien de temps que tu fais de la muscu? 8 ans à peu près, depuis que j'ai 15 ans. Voilà, donc il est très bien placé pour en parler parce que c'est quelque chose qu'il connaît beaucoup. Donc déjà, rappelons quand même qu'à la base, pour être coach, il faut un diplôme d'État. D'un point de vue de la loi, c'est obligatoire. Donc le diplôme d'État, c'est le BPJEPS ou une licence STAPS. Il y a aussi les kinés qui peuvent exercer le métier de coach, mais là, c'est 5 ans d'études. Donc techniquement, quand tu fais 5 ans d'études, c'est pour être kiné et pas pour faire coach. Mais la réalité, c'est que avant, tous les coachs avaient des diplômes parce qu'il n'y avait pas de coach en ligne. Quand on exerçait en salle, on doit avoir un diplôme pour se faire engager. Mais maintenant, il y a plein de coachs en ligne qui exercent sans avoir aucun diplôme. Pourquoi? Parce que la loi, parce que l'État ne vont pas vous faire chier avec ça en fait. Ils devraient, quelquefois ils pourraient, mais ils le font pas. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils peuvent pas courir après tous les coachs sans diplôme qui exercent. Parce qu'il y en a trop. Après, ceci dit, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas diplômé, même si je pense qu'Alice se dit souvent, c'est pas parce que quelqu'un est pas diplômé qu'il est nécessairement incompétent. Et c'est pas parce qu'il est diplômé qu'il est nécessairement compétent. Le diplôme n'est pas forcément un gage de compétence. Après, il y a quand même une probabilité. Si t'es pas diplômé, tu as quand même plus de chances de l'être. Mais étant donné que le BPJEPS reste un diplôme qui est plus ou moins basique, qui a pour objectif d'assurer la sécurité du client, même un coach diplômé a forcément besoin de compléter ses compétences derrière en se documentant, en regardant des études, en faisant de la recherche et en essayant d'aller plus loin pour se perfectionner. Et ce que la plupart des coachs ne font pas. Donc même si un coach a un diplôme, soyez vigilants. Il faut continuer d'apprendre en fait. De toute façon, c'est comme un médecin. Quand un médecin il a eu son diplôme, il faut qu'il continue de se renseigner sur les nouvelles études qui sortent, sur plein d'autres choses en fait pour être le plus compétent possible dans son métier. Et des fois, je vois des coachs, des filles sur TikTok. Elles pensent qu'elles peuvent exercer ce métier, elles pensent qu'elles sont compétentes. Je me suis embrouillée avec une fille d'ailleurs sur ça un coup. Et quand tu regardes ce qu'elles font, ce qu'elles expliquent, tu te rends compte, alors je vais être vraiment dure, mais tu te rends compte qu'elles disent que des conneries, qu'elles disent que de la merde. Et moi, pour vous dire, quand je suis arrivée en BPJEPS, je pensais que j'étais super compétente en muscu, je pensais que j'étais grave forte, que je savais tout. Et quand j'ai appris l'anatomie, la biomécanique, les gars, c'est super important. Je dis jamais les gars, mais c'est pas grave. C'est parce que je suis là. Quand j'ai appris l'anatomie, la biomécanique, j'ai dit oulala, en fait je sais rien. Et il y a des gens qui pensent savoir des trucs, mais en fait ils savent rien. Je suis un peu dure, mais c'est vrai. C'est un truc qui est vachement courant et qui s'applique à tous les domaines, c'est que les gens surestiment leur niveau de compétence. Et on le fait tous. Et en fait, lorsqu'on entreprend dans un domaine, qu'on commence à apprendre une compétence, au début, on passe par un stade où on pense qu'on est des experts. Puis plus on va apprendre de choses, plus on va devenir capable de se rendre compte des lacunes que l'on a et commencer à en douter. Et passer un certain cap où on devient vraiment compétent et on a vraiment des résultats, là on commence à retourner dans une certaine certitude. Le problème c'est que la plupart des gens sont persuadés qu'ils savent tout. D'ailleurs il y avait une étude assez intéressante qui avait été menée, je ne sais plus dans quel pays, mais bref on s'en fout. Ils avaient demandé à un échantillon d'automobilistes s'ils pensaient individuellement conduire mieux que la moyenne. Et je crois que 95 ou 98% des gens qui étaient interrogés répondaient qu'ils pensaient conduire mieux que la moyenne. Ce qui est mathématiquement impossible. La majorité des gens ne peuvent pas penser conduire mieux que la majorité des gens. Mais donc on a tendance à tous surestimer notre niveau de compétence. Et c'est encore plus vrai pour les gens qui sont complètement incompétents, qui du coup n'ont pas les critères qui leur permettent de savoir s'ils le sont ou pas. Donc moralité de l'histoire, continuez d'apprendre, ne cessez jamais d'apprendre. Dans quelques métiers que ce soit, il faut apprendre. Bref, là on a un peu divagué, mais on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, qui est la première, si je me souviens bien. Agathe m'a demandé s'il y a vraiment du travail des clients.
Ça dépend. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2022, les gens n'ont jamais été autant obsédés par leur physique. Le fitness n'a jamais été autant à la mode, donc clairement il y a de plus en plus de demandes de coaching, les gens n'ont jamais autant voulu perdre du poids, donc forcément il y a plus de coachs, ça c'est logique. Après, est-ce que les coachs ont des clients? Ça dépend. Il y a des coachs qui vont avoir plein de demandes et il y a des coachs qui vont pas avoir de demandes parce qu'ils sont incompétents. Et il n'y a pas que la compétence. La réalité, c'est que, comme le dit Alice, aujourd'hui, les gens sont extrêmement obsédés, ou pas forcément obsédés, mais concernés par leur apparence physique. Donc oui, des clients, il y en a. Un marché, il y en a. Il y a de la demande. Et il y en a de plus en plus. Plus le temps passe, plus il y en a. Mais le problème, c'est que, et c'est pour ça que je suis dans cette vidéo, parce que je bosse dans le marketing, mon travail, c'est justement de permettre aux gens de vendre leur service ou leurs produits. Et c'est pour apporter cette vision-là, parce que la plupart des coachs galèrent. Mais c'est pas vrai que des coachs, c'est vrai pour la plupart des gens qui travaillent à leur compte. Les coachs qui sont en salle, oui, eux, ils ont des clients parce que c'est la salle qui a des clients. Donc si la salle a des clients, le coach qui est employé de la salle, qui est salarié de la salle, il a des clients parce que le business, c'est la salle. Mais le coach qui est indépendant, pour pouvoir avoir des clients, il doit comprendre que il est un business. Il n'est pas salarié d'une entreprise. Il vend quelque chose à des gens qui ont besoin de résoudre un de leurs problèmes. Et du coup, en plus de sa compétence de coach, donc de savoir protéger les gens, les accompagner, les mettre en sécurité, leur donner les bons conseils en nutrition et en sport, il doit être capable de se vendre, de comprendre les besoins de leurs clients. Alors, attention, savoir se vendre, ça ne veut pas dire être un vendeur véreux, parce qu'il y a beaucoup en France d'a priori au sujet de la vente, et c'est ce qui fait que la plupart des gens galèrent. Se vendre, ça ne veut pas dire arnaquer les gens, ça veut dire les comprendre et être capable de leur apporter les bonnes solutions. Ça veut dire comprendre leurs besoins et pouvoir les aider dans la façon dont ils attendent qu'on les aide. Et la plupart des coachs qui se lancent à leur compte ont du mal parce qu'en fait ils se contentent d'être des coachs et donc de donner des conseils ou des bons conseils s'il faut. Mais c'est pas qu'une question de compétence, c'est aussi une question de compétence en vente. Voilà, il faut savoir se vendre, il faut savoir trouver des clients et j'en ai vu beaucoup qui n'y arrivent pas si bien que ça parce qu'ils n'ont pas développé cette compétence. Et il y a des gens, je vais vous dire, qui sont très incompétents et qui vendent très bien leur programme. Il y a des influenceuses qui vendent... Je ne sais pas si on va citer de nom, mais il y a des influenceuses qui vendent extrêmement bien leur programme universel, là, les trucs qu'on donne à tout le monde, et qui pourtant, ces programmes en question, c'est de la merde. C'est de la merde quand tu regardes les exercices. Ça dépend pourquoi, mais ça dépend. Globalement, oui. Ça dépend évidemment, mais... techniquement, c'est des trucs qui sont pas personnalisés, c'est pas terrible, il n'y a pas d'accompagnement, mais parce qu'elles vendent super bien leurs trucs, elles ont les bons mots, les bons titres, les machins, que ce soit des vidéos YouTube, ou des programmes à acheter directement, c'est des trucs qui se vendent super bien. Et moi, je vais vous dire un truc. La majorité des coachs qui gagnent le plus d'argent sont des coachs qui vous vendent de la merde, parce que c'est des coachs qui vendent souvent, la plupart du temps, des programmes, encore une fois, universels, qu'on donne à tout le monde, parce qu'on va en vendre en masse, l'argent, elle rentre, alors que le coaching personnalisé, comme moi je fais du coup, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. Alors oui, on peut augmenter les prix de son coaching personnalisé, mais techniquement, c'est vrai, la majorité des gens qui... voilà. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que c'est ce que veulent les gens. Le coach qui fait bien son boulot, et c'est vrai pour les vendeurs de formation, c'est vrai pour absolument tous les business de services en fait, de vente de services et même de produits, ceux qui font très bien leur boulot déjà coûtent nécessairement plus cher, mais surtout ne vont pas faire de promesses trompeuses. Et le problème c'est que les gens attendent des résultats rapides et espèrent qu'on va leur faire des promesses trompeuses. Mais il n'y a pas de miracle, et c'est pour tout pareil, et c'est vrai pour le sport. Moi j'ai pas peur de citer de nom, mais la Sissimua qui dit que sa séance fessier anticellulite, t'inquiète, la séance fessier anticellulite où elle fait du air squat en soulevant une jambe pendant 10 minutes va éradiquer votre cellulite, c'est pas vrai, ça n'aura pas ce résultat. Ça pourra aider peut-être un petit peu à perdre du gras, c'est mieux que de ne rien faire, mais c'est pas ça qui apportera ce résultat là. Donc c'est quelque part un petit peu mensonger. Mais à qui la faute ?
à la personne qui cherche la méthode miracle alors qu'au fond d'elle, elle sait très bien qu'il va falloir aller à la salle, il va falloir faire des efforts, il va falloir faire attention à son alimentation, ou la vendeuse qui fait, cette démarche de faire des promesses un petit peu excessives parce que c'est ce que les gens attendent d'elle. Et ben, je pense que les deux sont un petit peu fautifs parce que les gens savent au fond qu'il faut faire des efforts et qu'il n'y a pas de méthode miracle, mais c'est plus fort que nous, on a tendance à quand même chercher à le faire. Et donc c'est pour revenir à ce que tu disais, c'est pas qu'une question de compétences, et parce que je pense que il y a plein de coachs qui à la base sont compétents et ont fait des bons produits ou des bons programmes ou des bons accompagnements et qui finalement petit à petit au fur et à mesure du temps commencent à faire des trucs plus mainstream, des trucs plus faciles, des trucs avec un peu plus de paillettes, parce que c'est ce qui marche en réalité. Oui. C'est ce qui marche, c'est ce que les gens recherchent et c'est ce qu'ils achètent. Donc voilà, il ne faut pas forcément jeter la pierre, tout le monde est fautif dans cette histoire-là, mais c'est vrai que la plupart des gens qui vendent beaucoup, au final, vendent des trucs qui sont moins bons, voilà. Malheureusement. Donc pour revenir à la question initiale, alors... Je bois, continue. Il y a un chien, je sais pas. On est emmerdé tout le temps. Hein. Donc pour revenir à la question initiale, moi, comme tout le monde au début, j'ai galéré parce que j'ai commencé par une cliente, c'est arrivé d'ailleurs un peu par hasard. Et après, j'ai eu de plus en plus de clientes. C'est très souvent des clientes, j'ai parfois des clients. Messieurs, n'hésitez pas si vous voulez un coaching. Mais voilà, et aujourd'hui, j'ai plein de demandes et je refuse des gens. Donc, on démarre avec un client et au bout d'un moment, si on est compétent, si on arrive à se vendre, ça se développe. Par contre, une chose qui est vraie, c'est que vous pouvez être la personne la plus compétente dans votre domaine. Si vous n'apprenez pas à vous vendre, et c'est pas vrai que pour le coaching, c'est vrai pour tous les domaines, c'est mort. Je vais faire une métaphore, mais si vous vendez un yaourt, que votre yaourt, vous mettez tout l'amour du monde pour le faire, qu'il est exceptionnel, mais qu'il n'y a pas d'étiquette, qu'il est vendu dans un pot blanc qui est affreux, et que vous le mettez dans le dernier rayon du magasin où il y a le moins de clients du monde et que votre usine elle est capable d'en produire que 3, et vous êtes sûr que vous n'allez pas faire beaucoup de ventes. Malgré la qualité de votre produit qui est bonne, si vous ne faites pas en sorte que les gens puissent l'acheter, que les gens le découvrent, que les gens le voient, vous n'aurez pas de clients. Et c'est vrai pour absolument tous les métiers, y compris le métier de coach. Donc on me demande qu'est-ce que je pense des coachs sur TikTok. Encore une fois, ça dépend en fait. Il y a des coachs sur TikTok qui vont être très compétents. D'ailleurs, toi, tu avais parlé avec un mec l'autre jour, un coach sur TikTok, qui s'y connaissait vraiment. Mais déjà, il faut bien comprendre un truc, c'est que sur TikTok, c'est pas forcément des coachs, c'est parfois simplement des gens qui donnent des conseils. Et du coup, ils se disent « Oh, je donne des conseils, mes conseils servent à certaines personnes, peut-être que je pourrais coacher. » Et là, ils vont se mettre à coacher. Alors qu'en fait, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début, les gens n'ont pas forcément les compétences pour coacher quelqu'un parce que c'est très difficile. Il ne faut pas oublier qu'éducateur sportif est un métier où il y a absolument plein de choses à savoir. Donc oui, il y a des coachs à compétence sur TikTok qui vont dire que de la merde, clairement, et il y a aussi des gens qui sont très compétents. Mais il y a un gros problème avec TikTok, c'est qu'en fait, c'est des formats qui sont très courts. Et du coup, des fois, on va être obligé d'abréger les choses, les explications, que ce soit en musculation ou en nutrition. Et du coup, des fois, on va apparaître un peu pour incompétent. C'est très vrai. C'est très vrai parce que TikTok, par essence, c'est une plateforme de bas niveau, honnêtement. Vu la longueur des contenus et la complexité du corps humain, et le coaching, ça dépend de la complexité du corps humain, puisque la biomécanique, c'est compliqué, tous ces domaines-là sont compliqués. Même si TikTok depuis très peu de temps on peut faire des formats plus longs, en réalité les seuls formats qui marchent c'est des formats très courts de moins d'une minute, et en moins d'une minute on est obligé de synthétiser, de faire des raccourcis pour essayer d'expliquer quelque chose, et toi ça te donne lieu à beaucoup de rageux qui ragent alors qu'ils ont très bien compris ce que ça voulait dire, mais la réalité c'est que sur TikTok on peut pas développer, donc on est obligé on va être forcé à un moment donné de synthétiser, de faire des raccourcis qui peuvent conduire à passer pour... En fait, tu as le choix. Soit tu fais un contenu court où tu vas droit au but, droit à l'essentiel, mais tu négliges certaines parties quand même assez importantes, que ce soit sur n'importe quel domaine.
soit tu fais un truc un peu plus long, tu détailles, t'expliques, tu machin, mais ton TikTok il marche pas. Donc en fait, il faut essayer de faire un juste milieu entre expliquer un peu, expliquer pas trop. Et moi, les TikTok où j'ai expliqué pas trop, où j'ai essayé d'aller droit au but, je me suis fait défoncer. Genre, les gens dans les commentaires, ils m'ont saoulé pour rien, nada. Mais bon, c'est comme ça, il y aura toujours des rageux. Sur TikTok, c'est inévitable de toute façon. C'est inévitable d'avoir des rageux parce que c'est une plateforme de rageux, que les commentaires on peut mettre que 3 lignes, donc forcément en 3 lignes on peut pas dire grand chose de très intéressant. Donc tu sais que c'est comme ça en fait. Si tu te lances sur TikTok, déjà pour y aller il faut faire un choix, voilà. Est-ce que c'est la bonne chose d'y aller? Mais si tu y vas, tu dois savoir que tu peux te faire critiquer, tu vas te faire lyncher quoi, à un moment ou à un autre, donc il faut même pas s'y arrêter quoi. Et les TikTok qui marchent le mieux, bon là on divague un peu, mais les TikTok qui marchent le mieux, c'est les TikTok où il y a énormément de critiques, hein, truc Benjamin à l'église là. Mais même toi, les TikTok qui ont fait le plus de vues, c'est des TikTok où tu donnes ton avis sur des gens. Exactement. Alors en général tu es quand même très soft et tu dis les choses de manière les plus rationnelle possible, objective possible, mais malgré tout, bah ouais, c'est ces TikTok là qui marchent le mieux parce que ça fait de l'émotion et l'émotion négative marche mieux et ça fait monter l'algorithme et voilà. Ouais, bon, bah question suivante. Alors, j'ai eu énormément cette question. On m'a demandé combien je gagnais par mois. Un coach qui démarre, il va vous demander pas beaucoup parce qu'il n'a pas beaucoup de clients, mais plus il va avoir de demandes, plus il va pouvoir demander cher en fait. Donc ça dépend. Il y a des coachs qui vont gagner 200 000 euros par mois. Sissi Mua, je sais pas combien elle gagne. C'est toujours notre référence. Chloé Ting. C'est la plus connue en France, Sissi Mua, non? Je sais pas. Il y a Justine Callis des plus aussi. connues. Mais ouais, Sissi Mua, oui, clairement. Par exemple, Justine Callis, elle va gagner, je sais pas moi, peut-être 100 000, 200 000 par mois. Enfin, elle va gagner plein d'argent. Et un coach qui vient de commencer, un coach en salle, il va gagner quoi, 1 200 euros. Enfin. Justine Callis, bon, 200 000, je pense pas. Non, mais je sais pas, elle a combien d'abonnés, je regarde même pas. Le revenu est vachement variable en fonction de la quantité de clients, du type de produit, du nombre de produits qui sont vendus, de la taille du business. Parce que encore une fois, c'est un business. Alors, il faut vraiment faire une distinction entre le coach en salle qui lui est salarié et va gagner à peu près la même chose toute sa vie, et le coach qui lui est à son compte, crée une entreprise et ensuite peut développer un réseau de coachs ou peut s'associer avec des kinés, avec des médecins, avec des psychologues et développer un business de plus grande envergure, traiter plus de clients, puis faire comme le font certains des plateformes de contenu avec abonnement. Et je parle pas de OnlyFans, je parle plutôt de contenu, des contenus de sport, des recettes, des entraînements avec un abonnement mensuel. Donc il y a énormément de choses qui peuvent être faites et ces gens-là peuvent gagner beaucoup plus d'argent. Ok, bah écoutez, question suivante. Alors, est-ce que l'année de BPGEPS est difficile? Alors, non, parce que après ça dépend déjà si vous faites cours collectif ou haltérophilie musculation. Si vous faites les deux, c'est vrai que ça fait beaucoup de cours d'un coup, il y a plus d'examens à passer, donc c'est un peu plus compliqué, sachant que vous avez une partie stage et une partie cours, c'est moitié-moitié. Donc en soi, l'année ça va, franchement c'est accessible si tu suis les cours. Surtout que tu as eu de la chance, il y a eu Covid et le stage. Oui. Moi j'ai pas eu beaucoup de... C'est plus court quoi. Oui. Ça va, tu t'en es bien sorti. C'est comme ceux qui ont eu le bac pendant le Covid et qui ont pu sauter le bac. Ça, bon, ils s'en sont bien sortis. Non, mais pour avoir suivi ton année, franchement ça va, c'est un diplôme. Ça dépend des gens en fait, ça dépend des bases scientifiques que vous avez, ça dépend des profs que vous avez, ça dépend du centre de formation dans lequel vous êtes, parce qu'il y a des centres qui sont très bons et d'autres qui le sont beaucoup moins, parce que c'est des centres privés en fait. Donc ça dépend de pas mal de facteurs. En soi, en moyenne, tout est relatif, c'est pas une fac de médecine, voilà, c'est pas une première année de médecine, ça reste assez accessible, mais ça demande quand même du boulot et on voit très bien que ceux qui bossent pas, comme toujours, ils se plantent. Ils se plantent, oui, voilà, et puis après, il y a les tests de sélection qui sont peut-être parfois un peu compliqués pour certaines personnes. En vrai, les tests en muscu, ça va, genre les chats, on vous demande de faire en gros un squat, une traction pour les filles, un développé couché, j'ai plus exactement les exercices en tête, mais ce qu'on vous demande en termes de charge sur ces exercices, c'est facile. Par contre, il
Il y a le Luc Léger. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je savais que tu allais dire ça. Le Luc Léger, moi je l'aurais jamais fait le Luc Léger. Je tiens 3 cycles et c'est mort. Hein. Bon, pour ceux qui me suivent sur Insta et TikTok, vous savez que moi je fais du cardio genre super intense. Franchement, je suis forte en cardio. Je tiens vraiment sur la durée. Je fais 1h40 d'escalier, intensité 12 sur mon téléphone tranquille. Mais le Luc Léger, c'est vraiment un truc où ça te demande de la rapidité. Ça n'a pas été facile et honnêtement demain je sais pas si j'arriverai parce que pour le BPGEP du coup pour les filles c'est palier 7, palier 8 validé je crois, enfin je sais plus. Tout le monde sait ce que c'est le Luc Léger là-dedans? Alors le Luc Léger c'est un test où le but est en gros de courir le plus vite possible sur un aller-retour. En gros on fait un circuit d'aller-retour sur une certaine distance, je crois que c'est 20 mètres. Si je me trompe pas, 30 mètres, bon je sais plus. On fait des allers-retours et il y a des paliers, c'est-à-dire qu'il y a des bips. Il faut synchroniser sa vitesse pour arriver au moment du bip, au bout de la piste. Et à chaque palier, les bips sont de plus en plus proches, donc vous allez de plus en plus vite. Et sans pause. Donc on commence doucement et à chaque bip on accélère. Enfin à chaque palier on accélère. Et les filles doivent aller jusqu'au palier 7. Je sais plus ce que ça donne en termes de vitesse, mais c'est déjà pas mal. Et les mecs, c'est quoi? C'est 10, 11? Ouais, 10, je crois, 10 ou 11. Voilà. Donc ça fait longtemps maintenant. Assez intense. Ouais. Non, franchement, ouais. Après, voilà, il y a des matières qui sont plus ou moins faciles, mais aussi quand tu passes ton diplôme, ça te demande surtout d'avoir une certaine confiance en soi. Parce que coacher quelqu'un, c'est pas facile. Genre, il faut vraiment amener la personne, il faut la motiver, il faut parler, il faut être là, il faut être présent. Ça demande d'avoir une certaine confiance en soi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils y arrivent pas. Moi, on me répétait tout le temps, vas-y, montre que tu as confiance en toi, même si tu sais pas, tu verras, ça marche et tout. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu montres vraiment que tu es là, quoi, que tu es un coach, ouais, ça marche. C'est con, hein, mais... Et ça dépend beaucoup des examinateurs aussi. Il y en a qui s'en foutent royalement et il y en a qui sont ultra exigeants. Et parce que c'est des mecs qui sont indépendants, donc c'est pas comme les autres examens, comme le bac où il y a vraiment un cadre qui est le même pour tout le monde. Là, il y a quand même un critère chance qui est non négligeable. Donc le mieux, c'est de donner son maximum du début à la fin, de pas miser sur la chance et là, vous avez toutes les chances. Bref, ça reste quand même très accessible. Voilà. Être diplômé coach, globalement c'est facile. Et donc du coup c'est encore plus négatif pour ceux qui n'ont même pas de diplôme, parce que même ça ils l'ont pas fait. Pourtant ça leur aurait pas demandé grand chose. Du fric. Oui, ça coûte très cher. Non, après tu peux te faire financer. 5 000 balles. Tu peux te faire financer. Donc voilà. On va finir avec une dernière question. Alors, on me demande est-ce que le BPGEPS vaut vraiment la peine? J'entends de tout dessus. Alors, aujourd'hui, clairement, le BPGEPS, c'est une formation que tout le monde critique. Je sais pas vraiment pourquoi. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, elle est légitime, c'est que les programmes en France sont un peu périmés. Ah, oui. Un petit peu, c'est pas faux. Voilà. Après, ça dépend des profs que vous avez. Certains vous diront bon, le programme c'est ça, mais aujourd'hui on sait que ça a évolué. Donc vous pouvez avoir des bons profs comme ça qui le disent. Toi, t'en as eu. Hein. Mais voilà, il y a ce critère-là qui est légitime. Le deuxième, c'est que comme du genre, attends, je te coupe. Du genre, on va vous apprendre que pour l'hypertrophie, pour pouvoir prendre du muscle, il faut faire 10 répétitions à l'échec. Bon, je caricature un peu évidemment. C'est un peu ça. Mais après, il y a une raison logique derrière. Mais la raison logique, c'est que le but du BPGEPS, c'est pas de faire des gens qui ont ce diplôme, des mecs qui vont coacher des champions olympiques. Pour ça, il faut un master STAPS, voire plus. Préparateur physique. Il faut être préparateur physique. Le diplôme de coach, il a pour but de vous apprendre à accompagner quelqu'un dans sa pratique sportive, lui apporter les résultats qui sont des résultats des classiques de monsieur et madame tout le monde, de mettre cette personne en sécurité, c'est-à-dire de lui éviter de faire des faux mouvements, de se blesser, de faire mal les exécutions, et d'assurer l'hygiène également, et d'avoir une force de motivation, de conseil pour l'accompagner, la soutenir pour qu'elle
continue dans sa pratique, qu'elle atteigne ses résultats, qu'elle abandonne pas. C'est ça l'objectif. Un coach, il n'est pas formé par exemple pour faire monter quelqu'un sur scène en bikini ou en bodybuilding ou je ne sais quoi. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir un accompagnement et pas d'atteindre des niveaux olympiques, des niveaux de champion du monde. Donc de ce point de vue-là, je pense que le programme fait volontairement des petites simplifications sur certains sujets, bien qu'il y a beaucoup de notions de bioméca, etc., qui sont très pointues. Mais voilà, on va vous dire, l'hypertrophie, c'est de 8 à 15 répétitions, alors qu'en fait, c'est pas... On vous dit que c'est 10. C'est 10. Ah, c'est 10. Ah ouais, ils se disent ça comme ça. C'est pas 11, c'est pas 9. 10, c'est pas 11, c'est pas 9. 10. Alors qu'en réalité, c'est plus ou moins. C'est pas tout noir, tout blanc. C'est plus vous en faites, plus vous vous rapprochez de filières d'endurance. Et moins vous en faites, plus vous allez être sur du nerveux. Mais c'est progressif. C'est pas 10 et à 11, si vous faites 11, tout de suite vous perdez du muscle. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, pour vous expliquer juste vite fait, je te coupe. 1 à 5 reps, t'es plutôt sur de la force. 25-30, t'es plutôt sur de l'endurance. 10, 15, 6, enfin voilà, t'es sur de l'hypertrophie. Et tu vois, tu fais aussi cette simplification de mettre des fourchettes. C'est une simplification. Hein. Si tu fais 5 répétitions à l'échec, oui, tu vas prendre du muscle, mais t'es juste un peu plus sur de la force. Voilà, c'est tout. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un peu de tout. De pas faire toujours du 1 rep, parce que là, on progresse pas beaucoup. Mais bref, du coup, pour revenir au diplôme, la première raison qui est légitime, c'est celle-là, c'est celle du fait que le programme il est assez, sur certains points, un peu simplifié, un peu caricatural, on va dire. Périmé, c'était. Et peut-être périmé aussi, parce qu'il y a pas mal de notions qui datent, mais il y a aussi une autre raison qui, elle, est beaucoup plus malhonnête, c'est que il y a de plus en plus de coachs sans diplôme et aussi de plus en plus de gens qui ont acheté des formations en ligne tierces, mais qui ne sont pas des formations reconnues par l'État, qui ne sont pas des formations diplômantes, mais qui, du coup, pour justifier leur choix, vont cracher sur le BPJEPS pour dire de toute façon, le BPJEPS, c'est de la grosse merde, ma formation, elle était mieux, j'ai pas fait de BPJEPS parce que je savais que c'était de la merde et j'ai préféré faire autre chose. En attendant, t'as pas le droit d'exercer. Donc, et il dit il y a des formations en ligne, ils disent des conneries. Voilà, il y en a certainement des très bonnes, c'est pas la question. Après, il y a aussi une question il faut séparer le juridique du domaine de compétences, parce qu'il y a très certainement des très bonnes formations en ligne sur la pratique sportive, de la même manière qu'il y a des très bons bouquins. Mais sur la partie juridique, de toute façon, si la formation n'est pas diplômante, vous n'avez pas le droit d'exercer. Voilà, ça c'est un fait, c'est cadré, c'est dit. Je connais une formation en ligne qui dit des conneries, on va pas citer. On va pas citer de nom, mais il y en a d'autres qui sont complètement pourraves et malheureusement, d'un point de vue de la loi, ça remplace pas un diplôme. Mais je pense que ces gens-là, du coup, ont tendance à cracher sur le BPJEPS de façon à remonter leur image, redorer leur blason, entre guillemets. Donc cette raison-là, elle est pas légitime du tout. Non, et puis moi, je pense clairement aussi, souvent dans les commentaires TikTok, il y a des mecs qui me disent ouais, le BPJEPS, ça vaut plus rien, ouais, t'as un BPJEPS, tu te crois machin. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi une question de jalousie. Clairement, genre quand les gens ils voient que toi t'es diplômé et qu'ils le sont pas, ils vont te critiquer sur ce qu'ils peuvent. Enfin, moi je vois clairement de la jalousie là-dedans. Faut dire un truc, hein. Bon, il y aura peut-être 3-4 mecs qui vont voir cette vidéo. Les mecs sur TikTok, les petits frustrés qui sont jaloux quand une meuf en connaît plus en muscu qu'eux, ça fait peine à voir. Vraiment, ça fait peine à voir. Des mecs qui ne supportent pas, qui sont blessés dans leur honneur parce qu'une nana fait de la muscu ou qu'une nana est coach en musculation. Genre, les gars, vous êtes complexés. Non, mais ça, vraiment, il fallait que je le dise, parce que t'as des mecs qui disent des conneries, je veux dire, l'histoire des élévations latérales, t'as des mecs qui disent des conneries. Ça, c'est une extrait TikTok. Hein? Il faut mettre l'extrait TikTok. Mais les gars, je vais pas détailler l'histoire, mais t'as des mecs qui sont tellement frustrés qu'une meuf fasse de la muscu, qui vont critiquer absolument tout. Mais c'est juste lamentable. Donc moi, je m'en fous, toi, tu t'en fous, mais quand même, c'est choquant à ce stade d'être complexé par le fait qu'une meuf ait un diplôme, quoi. Non, et puis je veux pas détailler ce point, mais après on va pas revenir sur ça, mais quand un mec te dit elle a les épaules de ma petite sœur de 5 ans, ou genre oui, j'ai plus d'épaules que toi, oui, t'as plus d'épaules que moi, t'es un mec. Oui, t'es un mec, t'as plus de testo, donc t'as plus de muscles. Enfin, les mecs ont généralement beaucoup plus de muscles que les meufs, en fait. Le mec qui compare son niveau de muscu à celui d'une meuf, mais franchement, je serais lui et j'aurais honte. Franchement. Non, j'espère que cette personne verra ce bout. Enfin, à quel moment?
C'est comme si tu compares ton intelligence à celle de ton chien, tu vois. Enfin, ça a pas de. Enfin... Bon, là, ça fait un grand écart quand même. Je suis pas très musclée, mais quand même. C'est vraiment très dévalorisé. C'est un peu hardcore. Non, en vrai. Vous savez quoi, on va répondre à une dernière question, parce que là, cette vidéo commence à durer pas mal de temps. Je vais regarder le temps. Donc bref, pour conclure sur ce point assez amusant, le métier de coach, c'est un peu comme la plupart des métiers où vous vendez des services. À partir du moment où vous êtes à votre compte, il faut se vendre, il faut bosser beaucoup plus. Et les revenus sont extrêmement variables. Vous pouvez très bien gagner votre vie si vous vous en donnez les moyens. Tout est possible. Donc voilà, c'est un métier qui est passionnant. C'est un métier qui demande. C'est pas donné à tout le monde. C'est un métier qui demande un grand nombre d'efforts, qui demande une certaine sensibilité, notamment psychologique, je pense, au niveau de l'accompagnement. Voilà, moi je sais que c'est un métier que je pourrais pas faire personnellement, oui. Mais voilà, ça reste un métier passionnant, c'est un métier sur lequel il faut se mettre constamment à jour, et c'est un métier sur lequel, en tant que client, il faut faire attention à la personne qu'on a en face, essayer d'analyser, ne pas se faire avoir. Ça demande beaucoup d'empathie, de compassion, de comprendre la personne, surtout si comme moi tu t'adresses à des gens qui ont des TCA. Oui, ça demande d'avoir clairement beaucoup d'empathie. Et moi, si j'avais pas eu de TCA, je sais pas si je m'adresserais à ce type de personne aujourd'hui. Mais du coup, vu que j'ai eu ça, je suis vraiment en capacité de me mettre à la place de la personne en face et de savoir vraiment ce qu'elle ressent pour trouver les meilleures solutions, les solutions les plus adaptées à elle. Mais c'est vrai que je pense clairement que ce n'est pas un métier qui est donné à tout le monde. Et j'en vois des coachs, dès qu'ils vont recevoir un message d'une personne ou qu'une personne elle va un peu insister qu'elle va être dans le besoin, ça les saoule. Mais ne faites pas coach en fait. Voilà. Bon, attends, je continue. Il faut conclure. Oui. Oui, c'est bon. Nous, faut qu'on conclue. Non, ça. Ça, je le mettrai. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. De toute façon, pour ceux qui s'intéressent, je vais refaire une vidéo où je vais parler plus en détail du BPJEPS avec une personne justement qui a fait le BPJEPS. On va parler plus précisément des formations en ligne, qu'est-ce que ça vaut. Peut-être qu'on va en analyser une, tiens, ça serait vachement intéressant. Mais voilà, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a plu de parler avec moi ici. Ouais. Et vous le reverrez très certainement dans une prochaine vidéo. Et on vous dit à très très vite. Ciao.